On va reprendre. C'est un grand plaisir de vous présenter Éric Phalippot à mes côtés. Puisque c'est le verbe de la journée, je vais vous raconter comment on s'est rencontrés. Dans la préparation des leçons et dans la préparation des séminaires, la question, l'importance de la métaphysique était évidemment très centrale, comme celle pouvait être celle de la guerre, ou comme sera plus tard celle de la consolation qui viendra plus tard, ou celle du réel, rapport à ce qu'on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler la métaphysique, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il fallait que je rencontre quelqu'un qui puisse me correspondre, on va dire, avec qui je pouvais avoir le sentiment d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais avoir la nature des conversations que je pouvais avoir avec François, une espèce d'errance dans la parole, soit à la fois très savant et pas savant du tout en même temps. J'ai cherché longuement et il y avait une figure qui pour moi était importante, c'était la figure d'Henri Corbin, parce que François le lisait beaucoup et il me l'avait fait lire et j'avais découvert à travers les textes de Henri Corbin une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant de cette question du métaphysique. Et on parlera peut-être aussi de Henri Corbin. Mais toujours est-il que dans un des livres de Henri Corbin, qui m'avait été offert par une assistante, quelqu'un qui avait été son assistante, Marguerite Cardoche. Et Marguerite m'avait offert un livre qui s'appelle Corps spirituel et terre céleste. Or, il y a une préface. Il y a une préface dans ce livre. Et comme j'ai vraiment beaucoup de difficultés à lire ce genre de livre, je lis les préfaces, parce que les préfaces peuvent être parfois des entrées qui peuvent nous permettre d'avoir des clés pour rencontrer ce qu'on va lire par la suite. Alors cette préface m'a vraiment saisi dans le sens où elle fait 3-4 pages, elle a des notes en bas de page et des notes à la fin du volume. Or, les notes sont plus longues que la préface. Et les notes renvoient à un monde qui m'a fait... j'ai pas arrêté de lire... les notes renvoyaient à une bibliographie, j'ai pas arrêté de lire les livres de ces notes, donc j'ai presque pas lu le livre, mais j'ai lu la préface, et je l'ai lu, je l'ai décortiqué, et je voulais absolument la comprendre. Je voulais comprendre. Il y avait parfois des mots, des phrases, des mots que je n'arrivais pas à comprendre, que je ne connaissais pas, donc c'était d'aller regarder dans le dictionnaire chaque mot, revenir et refaire le travail. Vraiment, c'est vraiment un travail c'est de chercher des aiguilles dans une botte de foin. C'est-à-dire chaque mot, ne rien laisser passer au niveau de la compréhension. Je voulais tout comprendre de cette préface. Et en cherchant, je m'étais dit, mais tiens, peut-être la personne qui a écrit la préface. Donc je regarde le nom, Éric Phalippot. Alors je cherche, nulle part Éric Phalippot, introuvable. Et finalement, vraiment en m'acharnant, je finis par trouver une adresse mail à laquelle j'envoie un message en expliquant un peu ce dont il est question. Et je reçois une réponse. Et la réponse était de la nature de la préface. C'est-à-dire, d'une certaine façon, chaque message que je recevais me demandait un travail de déchiffrement exceptionnel et extraordinaire. Et c'est quelque chose qui me rendait vraiment profondément heureux, parce qu'au-delà de tout ça, il y avait dans les messages que je recevais une véritable générosité d'amitié, d'expression du bonheur de la rencontre, qui était exprimée vraiment franchement et clairement. Et c'est des mails
très longs, très 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 longs, et merveilleusement longs, parce qu'ils me permettent de plonger, je ne peux les lire qu'à certains moments de la journée. Et un jour, on s'est rencontrés, et la rencontre a été à l'image de ce que je lisais. Et donc, après, il s'est posé la question, voilà, est-ce que vous accepteriez de faire ce séminaire autour de la question de la métaphysique? Mais je ne savais pas comment nommer la chose. Est-ce qu'on va parler de la métaphysique? Est-ce qu'on va parler de Corbin? Est-ce qu'on va parler de tout ce dont il a été question au cours des messages envoyés avant la rencontre, ou d'autres choses? Et un peu comme avec François, je comprends à peu près, je prends à peu près, mettons, 15% de ce que Éric peut me dire quand on se voit. Mais parce que l'essentiel n'est pas nécessairement tout à fait dans la compréhension du sens, mais il est aussi dans autre chose. On écoute parfois à travers les mots, comme on écoute à travers la pluie, on passe à travers les choses, comme un paysage brouillé par la pluie, mais on le voit et la pluie le rend encore plus beau, la vapeur de la pluie. Il y a quelque chose comme ça entre compréhension et incompréhension. Donc voilà. Alors, je vous présente donc Éric Phalippou, qui est orientaliste et ethnologue, professeur en langue et culture du monde. Il est docteur en anthropologie des religions et il a écrit, entre autres, 7 préfaces que vous pouvez trouver dans la nouvelle édition du Corps spirituel et terre céleste de Henri Corbin. Alors, sans plus attendre, je lui laisse la parole et puis un merci d'avoir accepté de faire ce chemin jusqu'à nous. Bon, merci pour cette présentation, Wajdi. Je suis étonné qu'elle ait fait sortir personne encore, parce que comprendre 15%... Bon, alors, le micro, il faut que je... Ça sera bien comme ça? Ça vous va? Très bien. Donc, je m'étonne qu'après une pareille présentation, le vide ne se soit pas fait. Enfin, il ne s'est pas fait du tout, même le vide, et j'avais espéré qu'il se fasse un peu. Bon, mais c'est dommage, oui, mais c'est non pas que j'ai une prédisposition particulière pour les rangs clairsemés, mais le vide est quelque chose qui me fascine. En ceci que je n'ai jamais trouvé le vide de sens. Un exemple. Imaginez ce que cela aurait pu être pour moi que de parler devant une grande salle vide. Fascinant, non? Et si vous parvenez à l'imaginer, vous touchez déjà du bout des doigts ce que peut être un écrivain, par exemple Wajdi, écrivant dans une petite pièce pleine que de lui-même. Et si pleine que celui n'est peut-être pas lui, parce qu'il en déborde autre chose que lui. Voyez-vous le tableau d'un conférencier, contraint devant une salle vide, d'observer ce vide, dans le fond des yeux, pour être bien en mesure de réajuster sa conférence à la mesure de ce vide. Eh bien, immanquablement, alors, notre conférencier chute dans le vide. Sa parole y est entraînée, dissoute. L'oralité l'avale, il ne sait plus ce qu'il dit ce qui n'est pas, et un miracle se produit. Il s'appelle la création. Seulement, notre conférencier est le seul à y assister. Le seul encore si lui-même est bien présent à lui-même, qui sait? Le vide est si contagieux. Et puis, quand la salle se vide de ce vide, notre conférencier se retrouve et fulmine qu'on ne lui reprendra plus. Ah, désormais, se dit-il, du moins écrit-il dans son journal, qu'il inaugure précisément à cette minute, désormais je vais me faire écrivain. Et pour écrire ce qu'il a entendu dans cette salle vide, il s'enferme dans une toute petite pièce pleine que dans lui-même qui est définitivement non lui. Et là, un autre miracle se produit, moindre, mais il est salué de tous, c'est ce qu'on appelle la création littéraire. Ce que je viens de vous raconter là, c'est la genèse de la culture européenne quand elle accoucha de la philosophie de Platon. Platon l'a recueillie dans une caverne, c'était sa petite pièce à lui, qu'il rendit pleine de lui-même en s'appliquant à vouloir se connaître, enfin à vouloir connaître le non-lui, autrement dit le soi. Puis ses élèves s'appliquèrent d'eux-mêmes, puis des générations de clercs, d'écoliers, de tâcherons, plus ou moins maladroitement, et des tonnes de papier à l'appui. Des tonnes de papier qui n'ont pu recueillir qu'une infime parcelle de l'écho chu dans la caverne de l'oralité et sur la tête de Platon depuis le lointain Orient et qui s'appelle métaphysique. Non, son orateur ne s'appelle pas métaphysicien, car si le métaphysicien écrit, il écrit petitement et c'est déjà trop pour n'être pas. Son orateur véridique s'appelle le prophète qui prêche dans le désert.
c'est mon modèle. Il est l'archétype du conférencier aspirant à la salle vide. Il est mon pendant dans le monde imaginal. Ce qui me permet d'un coup d'un seul de définir deux concepts clés, l'archétype et l'imaginal. Le monde imaginal est peuplé de prophètes qui prêchent dans le désert. Si vous avez la vue basse, vous appelez ça le vide. Si vous avez l'ouïe fine, vous appelez ça l'inspiration. Le drame de l'imaginal, parce que c'est un monde comme le nôtre, en perdition, tient à ce qu'il ne peut se perpétuer que si le nôtre de monde l'absorbe en partie. L'imaginal voit notre Terre comme un miroir où est semé ses archétypes, à la manière d'un jumeau là-haut, un jumeau ici-bas. Seulement, ce n'est pas le monde entier qui se trouve disposé à se laisser coloniser par un ailleurs qu'on ne sait même pas s'il existe, l'imaginal. Il y a eu néanmoins un continent privilégié pour cette sorte de deal. Il s'agit du lieu où le soleil se lève, orbite béant et omniscient dont les Grecs feront leur cyclope, car la philosophie, c'est une métaphysique rendue à moitié aveugle. Et ce lieu où le soleil se lève fascine, c'est l'Orient à midi plein, l'Orient pleinement métaphysique. Je viens de vous livrer là, quasi texto, ce qui faisait le sel de mes copies de philo en terminale. Et le désespoir du prof, ne sachant trop comment me faire taire, puisque je m'abritais derrière Henri Corbin, estampillé philosophe, qu'on le veuille ou pas, imprimé même par Gallimard. Avant moi, Corbin avait été fasciné par le mythe des jumeaux primordiaux, de l'Iran ancien, par l'image du soleil peint dans l'Avesta en œil de la connaissance, où se perdre vous donne l'œil perçant, ce que de loin appellent ceux qui n'en sont pas les victimes sacrifiées l'illumination orientale. Aussi c'était décidé, je deviendrai orientaliste. Et puisque la Mecque en France s'appelle Paris, je suis monté à Paris pour devenir orientaliste, l'année même où Wajdi quittait cette ville pour s'enfoncer plus loin dans son exil occidental, min Bari, c'est là, min Trial. Min Trial, c'est la façon arabe de dire Montréal. Mais bon, je ne suis pas devenu Henri Corbin. Je le jugeais avoir beaucoup trop écrit pour être devenu ce qu'il avait vu ou cru voir. Car l'unité de mesure du monde imaginal se mesure en cases vides. J'ai donc profité du vide qu'Henri Corbin avait laissé derrière lui pour ne pas le combler. L'oralité lui avait échappé, m'échapperait-elle? Des années après, abandonnant mon poste de professeur des langues et cultures du monde iranien à la faculté de l'Université libre de Bruxelles, je me suis dit que parler dans le vide, je veux dire dans le vrai vide, pas le vide d'une salle de classe qui était souvent mon lot, serait peut-être l'idéal. Déjà, on me tenait pour un orientaliste passablement passé de l'autre côté, vendu à l'ennemi, comme disent ceux pour qui notre monde se réduit à sa seule strate politique. Alors vendu pour vendu, perdu pour perdu, autant voir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir de l'imaginal, là d'où les archétypes parlent du haut de leur trône vide et sublime, d'un allant qui ne s'arrête jamais, et que quelques types enfermés dans une toute petite pièce captent et tâchent de coucher par écrit, mais aussi vite que la lumière, c'est dur, et le papier n'y suffit pas. C'est pourquoi Wajdi s'est mis au théâtre et poursuit dans ses monologues le papier qui lui manque toujours et qui lui manquera toujours plus, sauf s'il se met au cinéma. N'empêche, un jour, Wajdi et moi, c'est comme ça qu'on en est venu à se rencontrer, au détour de ces deux mondes entrant en collusion. Belle pêche, lui ai-je dit quand il m'a écrit. Belle pêche, oui, c'est le mot de Zarathustra, le Zarathustra de Nietzsche. Et depuis sa petite pièce, Wajdi avait pris, en pleine nuit, son envol, sa canne à pêche aussi, alors que moi, je nageais dans mon océan de béatitude. Bon, je vous donne là la version archétypale de l'eau dans laquelle je stagne, car pour être bien sûr de faire le vide autour de moi, j'ai adopté pour refuge une maison dont le terrain est régulièrement submergé par les eaux de la Seine, si bien que pour la rejoindre, c'est la bicyclette ou la barque. Et ce jour-là, j'étais à bicyclette et passablement trempé. Belle pêche. Riez, oui, riez, sauf que souvenez-vous bien que dans la Bible, la loi aurait-elle été révélée à Moïse dans le buisson ardent s'il n'avait été auparavant sauvé des eaux dans la petite nacelle d'où une femme et princesse le recueillit. Les eaux sont le meilleur médium de l'imaginal. Le prophète oriental le plus mystérieux, celui qui n'a pas de corps défini, s'appelle Al-Khizr, le ver. En persan, cela donne Pir et Sabs, et c'est une femme, une ancienne, parce qu'elle ondoie comme l'eau, d'où son genre fluctuant, et enchâsse dans les colliers versifiés des poètes autant d'archétypes qu'ils y mettent de perles. La tradition soufie va jusqu'à prétendre que le plus grand de ses maîtres
Ibn Arabi, Cheikh al-Kbar, devint sous son influence le poète pénétrant qu'il fut. Oh, les rieurs me diront que c'est là un conte oriental plein de fantasmagories. Les rieurs sont légion en Europe, surtout en France, où on s'applique à oublier que toute création, et la création poétique plus que toute autre, parce que subtile, procède d'une création sur un plan supérieur. L'imaginal se tient moins loin qu'on ne peut l'imaginer. Je ne vais pas vous chanter Icurico le furet, mais presque. Je vous emmène juste en Autriche, quelques années en arrière, puis petite excursion en Italie. La poétesse Friederike Mayrhocker vient de quitter Vienne pour un séjour à Ferrare. Oh, pas bien grand le saut vers l'Orient, mais néanmoins, avaler autant d'espace lui a donné le vertige. Le démon de l'écriture la prend. Mais comment se saisir de cet élan et où la coucher? Heureusement, son démon le lui a révélé au milieu d'une grande période dont cette poétesse est coutumière. Je vais vous en donner lecture, du moins un extrait, pour la beauté du texte, mais aussi parce que je sais ce qu'il va révéler à Ouajdi. Non modeste que vous êtes, vous n'êtes pas seul à écrire ainsi. Tout créateur subit pareille inspiration quand elle traverse son sang en entier avant de se verser en encre. Écoutez donc Friederike Mayrhocker. Quand je me réveille dans un lieu inconnu, je fais des semblants de gestes pour écrire, qui me laissent insatisfaite. L'intention d'écrire est réprimée ou un désir est refoulé, etc. Et bien que j'aspire toujours à des espaces hauts et vastes, que j'aurais toujours volontiers habité dans de vastes logements, il y a cependant un je ne sais quoi, en particulier dans un lieu inconnu, alors en sorte que s'empare alors de nous dans le plus petit espace, par exemple dans la salle de bain de l'hôtel, un sentiment de protection et de réconfort et que l'on peut à nouveau respirer. Aspirons-nous ainsi à des dimensions contraires, me demandais-je, à celles qui en vérité ne nous conviennent pas, ne nous sont pas appropriées, où l'intention de parler est réprimée, tonitruante, je peux tout m'imaginer à la fois. En fait, je peux tout m'imaginer, me figurer, vivre, tout l'imaginer comme réalité. Corbeau à trois pattes, les flèches du soleil claquées de partout, se refléter dans mon œil, douloureux éblouissements, iris, scintillation fulgurante du soleil. Friederike Mayrhocker est morte en 2021. Elle fut longtemps sur la liste des nobelisables, je pense en partie grâce à ce texte écrit en 1985, où elle traduit tout l'embarras de l'Europe à se construire aussi grande que le général de Gaulle avait pu la délirer. Car l'Europe de la tradition écrite, pour s'assumer réceptacle de l'Orient de la tradition orale, et au-delà du verbe tomber de l'imaginal, doit se résoudre à être conçue aussi étroite que le siphon du tuyau d'évacuation d'une salle de bain. Le ruissellement, sinon venu de ce soleil, la noirait, l'éblouirait, c'est tout pareil, confusion. L'auteur, alors le vrai, se terre dans son petit coin. Ici, la viennoise, dans la salle de bain d'un hôtel de Ferrare. Là, le libano-canadien, dans son mini-réduit perso top secret d'un appartement proche de la Marne, en amont de Paris. Ici, terre pour se taire, risque d'explosion et filtrer dans le plus petit obturateur possible cette lumière, sinon aveuglement garanti. Ouf, l'auteur a écrit. Il a fait son métier d'auteur, le danger est passé. Quel filtre, mieux, quel paratonnerre bien affûté que le poète. Une plume, dit-on plus simplement. Plume d'ange pour certains. Car l'Europe, oui, pourrait exploser à se vouloir aussi grosse que le délire importé par Dionysos. Ce soleil noir, noir à force d'être indéfinissable, l'Europe a toujours su le saisir avec des pincettes et en limiter sa portée à des petits isolats à la périphérie de la cité, à côté, par exemple, je ne sais pas moi, d'un cimetière comme le théâtre de la Colline, ou alors dans le lointain sud-est de l'Acropole, là où on permettra à Dionysos de s'ébattre un peu. Le pauvre diable ne sait toujours pas écrire, et le saurait-il, ivre comme il est, on prévoit l'enfermement. En Orient, l'enfermement ne se pratique toujours pas. Les fous ont leur couvert à table de la grande famille, et on les écoute religieusement quand ils causent. C'est ça qu'on appelle la tradition orale. L'Europe de la bourgeoisie triomphante ne la supporterait pas, aussi a-t-elle besoin de l'auteur pour s'en épurer. Manque de peau, il y a un métier terrible que l'Europe a inventé, malgré elle, au détour de la colonisation, orientaliste que ça s'appelle. Depuis peu que la décolonisation commence à se construire pour de bon, l'Europe de la bonne conscience a tenté de se débarrasser du terme. Le CNRS ne recrute plus d'orientalistes, le mot a même été barré de son organigramme, alhamdoulilah. Mais cette bonne conscience n'empêche pas l'imaginal de survivre. Et pour survivre, il lui faut parfois prendre possession de quelques passeurs privilégiés, des orientalistes. Ces hommes voués à l'ombre par leur propre territoire
et qui de ce fait sont appelés à connaître de manière privilégiée l'ombre qui se répand encore de Dionysos, le dieu de Nyssa, l'épicentre de l'Orient en Afghanistan. Cet état de possession et par conséquent de dépossession de l'Européen qui était en moi est exactement ce qui m'est arrivé au détour d'un terrain d'ethnologie à cheval entre l'Inde et l'Iran, là où Alexandre avait naguère succombé à la folie. C'était il y a 33 ans. J'étais parti avec une caméra 16 mm, en disciple de Jean Rouch, qui m'avait appris la ciné-trance. Ciné parce qu'on n'écrit plus, excite Henri Corbin, on filme, et trans parce qu'on la vit soi-même, et hop, en plein dans la métaphysique. Quel saut dans le vide! Le miroir de ma caméra parviendra-t-il à faire un avec le miroir de l'imaginal al-mirat al-khiyal? C'était mon pari. Pari gagné et pari perdu. Gagné parce que le hasard, objectif bien sûr, a fait que j'ai rencontré de vieilles femmes qui sacrifiaient des offrandes, galettes dorées comme le soleil, à Piressabs, l'ancienne, représentée par un pain de sucre vêtu d'une robe verte, tout au fond d'un sanctuaire improvisé dans une petite cuisine carrelée où le sang de la pastèque gicla quand une pucelle l'égorgea. Derrière l'œilleton de ma caméra qui me propulse en double du soleil, lui donnant, moi recevant, des jumeaux, l'un céleste, l'autre terrestre, que vis-je? Une chose, que je n'avais fait que lire jusqu'alors, lire comme ayant appartenu à un passé révolu, à un continent tout autre, à la culture aztèque, qu'un essai de Leclésio m'avait révélé quant à la fête de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca est le dieu de l'éternelle jeunesse, qui vient marquer de son sceau ses offrandes propitiatoires faites de farine de maïs, présentées en petits monticules au dieu pour qu'il y imprime son pied et témoigne ainsi de son incarnation chez les orans. Ici, dans la cuisine des femmes zoroastriennes qui m'avaient accueilli, pas d'orans, mais des orantes, et moi grimé et travesti en femme, car les fées qu'elles appellent sont dangereuses pour l'homme dont trop souvent elles s'éprennent. Et pour diriger la cérémonie, celle qui sait voir et cherchera la trace de pattes d'oiseaux invisibles dans les coupelles où s'amoncellent diverses poudres céréalières. Celle qui sait voir est aussi celle qui connaît le dire propre à inviter une fée, un ange, l'oiseau soie, dirait Wajdi, à venir porter de sa lumière depuis l'imaginal avec la trace laissée de son bec et de ses pattes dans les tas de poudre céréalière. Ce dire est constitué de contes incompréhensibles à l'oreille du non-initié, car proférés dans la langue secrète de ces femmes, elles-mêmes greffées sur un dialecte genré et générationnel, tenant l'oralité pour ce qu'il y a de plus spécifique et d'opposé à l'écriture, qui, elle, prétend, si ce n'est à l'universel, au moins à l'intelligible. La diction de cette orante coule comme l'eau d'une rivière sans répit et sans secousse, un débit impossible à comprimer et ne témoignant d'aucun affect, pas d'emphase, pas de suspension, rien que la parole à l'état pur, pas de variation dans le tempo comme il en va pour la musique persane, ici une petite cuillère frappée sur un verre vide de moutarde servant de métronome. Cette bobine de fil dévidé, une grenade circule parmi les orantes, trempant dans un breuvage dit d'immortalité dont elles s'aspergeront la face, oh pas n'importe comment, mais face à un miroir. Le miroir même que l'orante, tout le temps de sa mélopée narrative, a tenu entre ciel et terre, captant d'en haut un flux de lumière et de sa bouche le flot de sa voix, comme pour faire un l'oiseau et le poisson. Les orantes, quand ce miroir qui tourne de l'une à l'autre, l'ont en main et dans l'autre la coupe de grenade, tout en soignant le visage de ce précieux liquide, disent « Miroir, fais que je sois la plus belle ». Leur visage s'éclaire alors d'une aura venue de l'imaginal. Fin de mon film. Fin tout court aussi, car pari perdu. Le ministère des Affaires étrangères, faisant mine de rapatrier mes bobines par la valise diplomatique, bloqua longtemps le film. Puis, quand le film restitué, le CNRS refusa d'en assurer la post-production. Le non-dit, mais si pesant que hurlé à mes oreilles, me serinait « Nos superstitions ont été éradiquées, pourquoi les réintroduire ? Qu'est-ce que la sociologie contemporaine va s'embarrasser à savoir si des contes orientaux servirent de modèle aux nôtres qui les inversèrent, du moins Perrault, dans sa version écrite des contes de la Merlois, en ravalant à l'état de reine de la nuit et de sorcière une vieille orante invoquant l'archétype de l'éternelle jeunesse, Piressabs, d'échanger cet attribut de la jouvence contre un peu de poudre de fruits secs. Il y eut un front de refus, pour ne pas m'entendre me porter l'écho de cette oralité directement branchée à l'imaginal. Je me suis longtemps interrogé sur le pourquoi de ce blocage. Et cette réflexion m'a conduit à creuser l'histoire de l'orientalisme. Y aurait-il eu avant moi d'autres passeurs,
D'autres passeurs européens pareillement dépassés par leur cargaison au retour de leur séjour en Orient. D'autres passeurs qu'on se serait empressé de faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Oui, y en a-t-il eu? J'ai construit toute une œuvre sur cette thématique, car la pêche fut bonne. Des passeurs de lumière autour desquels vite le vide, l'Europe en compte un grand nombre. La France remporte peut-être la palme par son application à faire silence sur l'un de ses premiers orientalistes de terrain qu'aucun orientaliste de profession n'a jamais célébré. D'ailleurs, son nom ne vous dira rien, il s'appelle Pacifique de Provins. Son histoire est si édifiante que la dire ici, la faire entendre pour la première fois, fera plus que lui rendre hommage. Ce sera exemplairement montrer en quoi se faire l'intermédiaire, et j'ai bien dit l'intermédiaire, non pas seulement l'exégète comme Henri Corbin le fut, de l'imaginal, vous expose, que vous le vouliez ou non, à un vide sidéral, comme si englouti dans le soleil noir qui se tient à la pointe ultime de l'imaginal. Et peu importe les acteurs qui vous ont précipité dans cette coulisse qui n'en est pas une, car à ce moment-là, il n'y a plus de rideau, plus de voile aucun, plus que le noir du soleil dans son état le plus brut. Vous avez voulu écrire pour témoigner? Alors l'Europe, il y va de sa survie, de sa grandeur, vous condamne à être un verbe errant avec pour seul ami cet archétype, le prophète prêchant dans le désert. Le vide se fait alors autour de vous et vous venez à le rencontrer. Pacifique de Provins, pour revenir à lui, est un homme du grand siècle. Jeune adulte quand l'Europe inversa la course du soleil et entreprit de se répandre en Orient plutôt que de recueillir sa lumière. Il était capucin, de l'ordre de se coiffer d'une simple calotte pour signifier leur vœu de pauvreté. Or, les capucins, Anne d'Autriche, Finguep, se servit d'eux comme ses premiers émissaires en Orient, parce que hommes imposant le respect et semblant dégagés de tout intérêt matériel. Oh la ruse! C'est ainsi que le père Pacifique de Provins embarqua de Marseille en 1622. À peine débarqué à Istanbul, Pacifique fit la droit à ce qu'il nomme le temple de Sainte-Sophie, un peu chagrin que ce soit devenu une mosquée, avant de se raviser. Il y a là 2 docteurs qu'il gratifie de ce grade de docteur, les sortant ainsi de la déconsidération que charrient les termes si chargés de frissons, imam et mollah, les mettant même plus haut que de simples prédicateurs, parce que foule cosmopolite, embrasement mystique autour d'eux, et Pacifique d'écrire « C'est merveille de voir l'action de ceux qui écoutent. Cela fera perdre la folle et vulgaire croyance qu'ont les Français qu'il n'est permis à personne d'entrer dans leur mosquée et que qui le fait, il faut qu'il meure ou qu'il se fasse turc. Je ne sais avec quelle hardiesse d'aucuns l'ont même écrit, je crois que parce qu'ils n'y ont point été. » Rendu conscient donc qu'il y avait supercherie, que l'Orient n'était pas la terre des infidèles qu'on lui avait dit, mais de gens actant dans leur comportement la parole qu'il était censé venir leur apporter, jouissant même d'une lumière que l'Europe chercherait à endiguer, Pacifique s'enfonça plus avant en Orient, maintenant dessillé et pénétré d'un esprit de découverte plutôt que de conquête. Certes, résolu encore à semer son itinéraire de maisons témoignant de la pauvreté de son ordre, mais à prêcher pour convertir ne trouvant plus nécessité, devant la découverte qu'il venait de faire. Un chrétien n'est pas chrétien tant qu'il ne considère pas qu'un non-chrétien peut parfois le dépasser en chrétienté. C'est l'appel du vide. Sage de cette résolution, il entra en Iran où il fut traité en invité d'honneur, en protégé de marque, lettre royale à l'appui, où Shah Abbas recommandait les capucins à ses sujets comme des soleils. Banquet par ce même roi lui fut offert, avec toutes les viandes sacrifiées, en plus de la pastèque. Pacifique, qui honneur se faisait par imitation du Christ, de voyager sur sa mule et de loger là où elle logeait, refusa des mains du roi le traitement dû à son prestige d'homme de Dieu. Seulement, puisqu'il n'était pas aveugle concernant la qualité surnaturellement excessive dont doit s'envelopper tout don pour échapper aux misérables trocs que la nature humaine sinon déploie, Pacifique consentit sur 2 points. Puisqu'il veut être traité comme son âne, avait dit de lui Shah Abbas, eh bien qu'on apporte à son âne mes meilleurs vins, ce qui fut fait. Puis qu'on transporte ensuite sa litière dans l'enclos que je lui réserve, enclos aussitôt bâti. Ah, c'était un véritable domaine, et de valeur inestimable, reconnaît Pacifique, qui ne logea jamais dans palais plus somptueux. Il était loin pourtant, le temps du roi Cyrus qui protégea les Juifs, du satrape Crésus, proverbial pour sa générosité, du mage mythique appelé Gisbor, le porteur du trésor, et qu'il avait déposé au pied de l'enfant dans la crèche, sous la forme d'encens. Car nous sommes alors dans la Perse de 1628. Rien pourtant n'avait été perdu de ce que les ethnologues appellent le potchlak,
un don tellement plein et déversé pour rien d'autre que sa consommation dans un feu de joie, sa consommation dans un instant d'ébriété, qu'on en dirait une apologie du vide. Ainsi, à la cour de Shah Abbas, un soleil plein d'ardeur continuait à dicter oralement sa loi, comme du temps de Persépolis, où le lever du soleil à l'équinoxe vernal vient toujours se glisser à l'occasion de son renouveau saisonnier qui génère moult offrandes, le Nowruz, dont ce 18 mars est l'avant-veille. C'est pourquoi l'or ne servait toujours pas dans cette Perse de Shah Abbas à marchander, mais à estimer au sens de montrer son estime. Contaminé par nos conventions commerciales, notre capucin désapprouve d'abord, sans bien y réfléchir, ce roi de Perse, qui, le peu de l'or qu'il a, le fait fondre pour en faire de l'art. Des objets somptueux qu'il enrichit de pierreries et qu'il offre selon son bon plaisir et comme si de rien n'était. Pacifique se récrie « Ah, l'or chez nous est utilitaire !» Utilitaire. Cela laisse songeur un temps Shah Abbas assombri à l'idée que le roi de France puisse être plus riche que lui, quand Eureka, plus riche, mais je fais beaucoup mieux. Ce mieux est entièrement qualitatif et montre que l'expansion économique de l'Europe fut davantage le résultat d'une décision unilatérale que d'une compétition internationale. Le roi poursuit. Mon cousin Louis XIII n'en fait pas des vaisselles, mais de la monnaie. Des pièces si petites qu'à les compter, on prend peur d'en perdre et sur cette crainte, l'avarice peut proliférer. Autre défaut aussi, ma libéralité, qui, mésestimant la valeur de ces petites pièces en or pour peu que j'en ai en main, me ferait les jeter à tout va sans épuiser mon contentement, alors qu'un bel objet en or satisfait et le donateur et le donataire. Des paroles aussi sages ne restèrent pas lettre morte chez Pacifique. Il s'appliqua, aussitôt de retour à Paris, dans sa petite cellule, rue Saint-Honoré, à donner corps par écrit au pays de l'imaginal qu'il venait de traverser. Quelles furent les réactions à sa relation du voyage de Perse? Les mêmes que pour mon film. La cabale montée contre Pacifique fut de taille. Toute la hiérarchie, son livre encore même pas sorti des presses, s'y accorda. On contraignit le père à désavouer ce qui avait été écrit, à imputer la paternité de cette théologie suspecte à l'audace de l'éditeur qui, menacé à son tour, inséra un avant-propos réclamant l'indulgence du public pour un ouvrage publié sans les révisions de son auteur, dit-il. Amendement louable, mais jugé insuffisant par les censeurs de la Sorbonne. L'ouvrage fut retiré des ventes. Quant à Pacifique, lui qui rêvait de retourner en Perse, on le pria d'aller missionner du côté des mers des Caraïbes. Notre administration lui fit sentir un impérieux « va voir dans le Nouveau Monde si j'y suis », aussi catégorique que le soufflet reçu par Wajdi et les siens en 1983 de la même administration « Intiqala min baris illa min tiriyal ». Ne pleurons pas, ne boudons pas notre plaisir, car ce qui naît de l'exil occidental ainsi subi, ce petit plus qui vous permet de toucher le vide et qui fait de vous un créateur, ça s'appelle précisément la douleur. Si leur rhumatisme aidant, dur alors de s'accroupir et de s'entasser l'une sur l'autre dans un 5 mètres carrés, à même le carrelage d'une cuisine, les articulations craquent, mes orantes zoroastriennes n'avaient pas ressenti dans leur chair la douleur de vieillir. Jamais elles n'auraient sacrifié à Pir et Sabs, leur double céleste, car la traduction littérale de cette entité est la vieille verte. Il en va de même pour le poète. S'il ne ressentait aucun exil, le double céleste lui semblerait une chimère et le contacter un appel inutile, comme si aux abonnés absents. Les poètes d'Iran savent que la ligne téléphonique existe. Ils la maîtrisent très bien. Ils ont même, pour ce faire, conçu un instrument émetteur-récepteur épatant, qui s'appelle le ney. Il s'agit d'une tige de roseau avec des trous dedans. On appelle ça aussi une flûte. Pour émettre, on utilise son souffle, l'organe de l'oralité, et pour émettre un son qui fasse sens, on passe par un maître qui vous enseigne des gouchers, séquences mélodiques. Gouche en persan, c'est l'oreille, mais ne nous satisfaisons pas de l'oreille. Elle reste un organe à la surface, un indice, que c'est bien de tradition orale qu'il s'agit, mais un indice simplement pour ceux qui se contentent de la surface, de l'apparent, car en vérité, le siège de la tradition orale, pour un Iranien, n'est pas l'oreille, cette feuille de chou, mais ce qui en constitue le cœur, à savoir le cœur, d'elle. Aussi, un enseignement initiatique tel que la flûte est un enseignement d'elle, d'elle, de cœur à cœur. Parce que seul le cœur saigne vraiment et parce que seul le flux sanguin est capable, par ses turbulences, d'émettre le souffle. Aussi, de manière plus profonde, le terme de goucher
pour désigner une séquence mélodique, renvoie moins à l'oreille gauche qu'au coin, couché, le petit coin. Ce même petit coin, guère plus grand qu'une cabine téléphonique, la salle de bain de la chambre d'hôtel d'une poète viennoise fascinée par l'Italie, le réduit écritoire de l'appartement suburbain d'un dramaturge libano-canadien obnubilé par l'Hélénie, la cellule d'un capucin en plein Paris se rêvant en pleine Perse, la cuisine oratoire d'un rez-de-chaussée à Grant Road, Mumbai, d'une rente nostalgique de l'Iran, que des lieux resserrés et propres à faire macérer le sentiment d'exil que cette poète, ce dramaturge, ce père et cette rente partagent chacun dans son coin. Le plus exilé de tous, parce qu'il connaît l'exil intérieur, c'est celui qui a pour archétype président à sa destinée le prophète prêchant dans le désert. Et pour lieu de résidence, le petit coin le plus isolé du monde. Pour désigner ce genre d'ermite, le persan a un mot, gouché-gir, celui qui s'en va nicher dans son coin. Et parce qu'assis là, à l'angle, il occupe une place privilégiée, la place de la pierre rejetée, de la vérité voilée, de la manière dont s'exprime à nous l'imaginal pour nous en boucher un coin, le parler par allégorie, la parole parabole. Boucher d'or a cette signification, littéralement, ce qui est énoncé du coin de l'évidence, c'est-à-dire très loin de la logique terre-à-terre. Si bien qu'il faut entendre la séquence mélodique du goucher comme une parabole branchée en direct sur le siège des paraboles préexistantes, l'imaginal, car un angle se forme, là, entre ces deux mondes. Le meilleur joueur de ney se trouve être celui qui sait enchaîner tel goucher à tel autre, à tel moment de la journée, pour maintenir la connexion avec la source dont il pleure l'exil, de même le poète avec les perles de son collier. Il y eut dans l'histoire de l'Iran un grand poète, qui fut aussi un grand joueur de ney, si grand que les Iraniens l'appellent Maulana, notre Seigneur, et qu'en Europe nous connaissons davantage sous le nom de Rumi, qui désigne celui qui vit dans la Rome, ici à comprendre comme la nouvelle Rome, Byzance, car ce natif d'Afghanistan migra sous la poussée mongole il y a 9 siècles en direction de Konya. Ce poète mit le doigt sur pourquoi le ney faisait lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Tout simplement parce qu'il avait poussé dans un marais et que l'eau partage avec le ciel le fait d'être un liquide de couleur vert-bleu. Mais cette caractéristique ne suffit pas, sinon quid de la douleur? Le bout de roseau qui est devenu flûte a été coupé de la roseraie. Oh oui, permettez-moi une incidente. Roseraie était le nom où les roseaux poussaient, avant qu'ici en Europe, on ne les remplace par ce qu'on appela des roses venues d'Orient, bien évidemment. Et cette flûte coupée de la roseraie pleure l'élément qui l'a vu naître, l'eau, le jumeau d'en bas, et son pleur s'élève jusqu'à l'air, le jumeau d'en haut. Voilà la téléphonie symphonique que les Iraniens ont su nous donner à partir d'une racine coupée de son sol, car il n'y a pas de liaison possible sans coupure préalable. Ce que les communicants ne savent pas, mais que les créateurs savent très bien. C'est pourquoi un communicant se suffit de son verbillage. « Bon vent, bode », lui dit alors Rumi, car en vain son souffle gaspillé. Là où un créateur prétend au verbe qui soit langue de feu, « otash », ce verbe ne s'adresse pas à l'oreille, mais au cœur. Et Rumi, dès le premier vers de son Masnavi, le dit bien haut. Écoute du ney l'histoire qu'on en tire, la douleur des exils, tel est son expire. En échange de cette douleur, l'encre coule. Une encre que le Coran nous garantit comme de plus grande valeur que le sang des martyrs. Et c'est ainsi que les fables, naguère orales, furent écrites et que toutes les anecdotes arrivant dans ce monde sont à leur tour écrites. Ceci depuis qu'il y a des alphabets capables de renfermer dans leurs lettres toutes les subtilités de l'imaginal. De tels alphabets ne servent pas à communiquer. Il faut des créateurs pour en établir les règles. Les règles, ou plutôt les angles. Voilà une piste à suivre. Mais avant, rendons à César ce qui revient à César. Les peuples iraniens, très bons téléphonistes directement branchés à l'imaginal, on vient de le voir, ne se sont jamais donné la peine de forger un alphabet dont ils trouvaient plus d'inconvénients, casser une mémoire orale acquise d'elle bédelle, que d'avantages. Question écriture, ils s'en sont toujours remis aux sémites. L'alphabet araméen a servi à écrire l'avestique et le moyen perse. Quant à la langue persane, elle émergera, sitôt écrite, par le biais des lettres arabes. L'alphabet arabe, de son côté, n'est pas antérieur à la langue arabe. Celle-ci naquit du verbe de Dieu entendu dans une caverne par un bédouin qui s'appelait Mohammed. Il était prophète, non pas philosophe, comme Platon aussi. Au lieu de se croire enchaîné dans le noir de l'ignorance, il se sentit habité par une connaissance suprahumaine qui le terrorisa tant qu'il courut se réfugier au plus vite dans la couche de sa femme.
Celle-ci lui apprit à ne plus avoir peur de la voix qui lui disait « Roule, dis ». Alors Muhammad colporta le message, et l'islam se cantonna au domaine du dire, avant qu'un alphabet ne vînt coller à cette métaphysique. Mais revenons un peu en arrière, et à cette flûte de roseau joignant les eaux d'en haut aux eaux d'en bas, le ney. Il suffirait de se servir de son bec comme d'un embout. Il suffirait de se servir de son bec comme d'un embout. De loin, ça ressemble à une flûte, mais il n'y a pas les trous. C'est un kalam. Ça sert à écrire. Kalam, le mot est latin. Et les Arabes l'empruntèrent d'autant plus volontiers, kalam, ça devient chez eux, qu'ils venaient constituer dans leur lexique un magnifique jeu de mots avec kalam, le verbe par excellence. Ce qui nous permet de revenir à Moïse et à son buisson ardent, prophète appelé dans le Coran kalam Allah, le verbe de Dieu, et qui, dois-je le préciser, avait été trouvé parmi des roseaux sur le bord du fleuve. Écrire avec le roseau du ney au lieu de souffler dedans sembla donc le moyen le plus sûr de rester en contact avec l'imaginal. Mieux que ça, la première lettre de l'alphabet devrait figurer la verticalité de ce ney, de ce kalam, pour assurer dans l'écrit la puissance de l'oral. Wajdi, puisqu'avant même de savoir écrire, vous saviez peindre, sans le savoir. Merci de vous lever, de vous saisir d'une craie et de tracer au tableau le schème quasi-hiéroglyphique du ney, du kalam ou de la flûte à bec ou de la kalachnikov, si vous préférez, telle qu'elle est tenue en main. Mais le kalam, c'est bien mieux. Voilà. Ce qui vient d'être écrit comme un slash se lit 1 en chiffres latins. Il y a comme un accord subtil venant de se créer avec notre ney, qui est le sceau d'une jonction possible entre ciel et terre. Cette jonction ainsi symbolisée fit tilt chez le créateur de l'alphabet arabe. Ce sera la première lettre de son alphabet, alif, parce que celle qui permet au verbe de s'incarner, et elle s'écrira toujours de haut en bas, du ciel à la terre, parce que l'unité est avant tout une qualité venue du vide. Aussi, cet alif qui nous tombe du ciel a aussi la valeur numérale de 1. Les Romains, quant à eux, n'étant pas de grands spécialistes de l'unité, ont beaucoup divisé pour régner, ont aussi beaucoup trafiqué, frappé davantage encore de monnaie, les petites pièces qui n'étaient pas du goût de Shah Abbas, eux, ils s'en régalaient, ils les chérissaient, en rois de la comptabilité qu'ils étaient, et s'embarrassant si peu de l'unité qu'ils la démultiplièrent aussitôt. Wajdi, merci de tracer à présent en chiffres romains un 2 et un 3. Bien. L'étudiant avait peut-être raison, vous écrivez dans le sens de l'écriture arabe. Ça perturbe un peu. Bon, nous tenons maintenant les bases de l'alphabet arabe pour écrire le mot qui importe le plus à la métaphysique, le mot qui va sacraliser la feuille de papier. Toute la gageure du créateur de notre alphabet arabe sera de redonner de l'unité à cet éparpillement quantitatif du 1, du 2, du 3, toutes ces petites barres séparées, et cela ne sera rendu possible que s'il écrit avec ce même matériau, comme pour le transcender, le nom de l'unique, qui est un non-nom, puisqu'il est simplement dit le Dieu, Allah, et l'écrire en caractère anguleux, puisque le coin sera le point d'incidence entre l'imaginal et le futur écrivain, comme le miroir chez mes dames de Bombay. Cette écriture anguleuse fut l'écriture monumentale des premières mosquées du monde islamique. On l'appelle koufique. Et c'est dans de tels caractères que Wajdi encore va nous écrire le nom d'Allah. Alors on va adapter ça, on va faire un alif d'abord. Voilà, en caractère koufique, on va rajouter un lam, donc c'est le 2 qui va être, les deux barres vont être réunies en une seule et en un angle, hop, puisque c'est Allah, il y a un second L, qui va dire bien le chiffre 2, donc on en fait un deuxième, qu'on prolonge comme ça, et ensuite, eh bien, il y a le fameux 3, qui va être réuni en 3 barres, et qui va nous faire le Ha, la lettre finale, et voilà Allah qui a été fait et qui a réuni les parts. Bien. C'est de la transcendance. Alors, vous avez vu qu'à la fin, il y a un petit cube assimilable à la pierre rejetée dans son coin. Donc ainsi, l'archétype de Dieu, sur le plan de l'imaginal, a pu être écrit avec autant de force que son verbe oral en comprend, Allah, en un seul mot.
Et en l'occurrence, ce nom de Allah, le Dieu, est celui qui permet de décoder la métaphysique de racine carrée du verbe être. J'imagine que beaucoup ici ont vu le spectacle, je ne vais pas le résumer, mais bon. Ou si on fait faire un résumé métaphysique, on va faire la métaphysique de racine carrée du verbe être. Alif, ce trait de lumière invisible, slash, qui foudroie l'espace incré, mais si élémentaire pour notre survie que Henri Corbin l'a appelé Axus Mundi, où se trouvait-il sur le plateau de la colline? Pas en plein centre, juste entre les acteurs et le public, déployé dans toute sa hauteur. Juste fallait-il avoir des yeux pour le voir. Et encore, un acteur n'avait de cesse de le montrer, de s'inquiéter de son sort, de veiller à sa verticalité. Car voyez-vous, certains voulaient s'en débarrasser. Les édiles d'une municipalité du fin fond de la Seine-et-Marne, pas très loin de chez moi d'ailleurs, et heureusement la fille du maire réunit autour d'elle une bande de jeunes qui militent en faveur du Halif, et elle y croit tellement qu'embrasée par cette cause, depuis le public, j'ai même cru apercevoir quelques feuilles de verdure bruire au sommet de cet Halif invisible, car oui, c'est d'un arbre dont il s'agissait, un arbre surgi de l'imaginal et du lointain Orient, en l'occurrence la Chine, et que Wajdi avait planté pour pilier de son décor. Maintenant que nous avons trouvé l'alpha, alif, cherchons l'oméga. Alors la dernière lettre de l'alphabet, là, le ha, le petit cube de racine carrée du verbe être. Donc on a eu la racine, maintenant on cherche le carré. Bien, alors autant l'alif imprime sa rectitude dans l'invisible, autant le A, il rassemble une vie condensée dans un petit espace, une vie comme terrassée par le crime qu'elle vient d'accomplir, car pisser de la copie, c'est comme faire pisser du sang, même combat gratuit, sublime et terrifique à la fois. Et dans la pièce de Wajdi, interprétant le A, voici Taliani, replié sur la chaise de sa cellule aux USA, et j'ai bien dit Taliani, pour signifier qu'il vient d'Italie, alors qu'il aurait pu tout aussi bien se nommer Italiai. Mais là, il aurait fallu un alif à l'initiale. Et de cet alif, Taliani doit en être privé, car demain, il sera condamné à mort, tout recroquevillé sur lui-même et mis dans une petite boîte. Convoqué à la police le sera aussi l'artiste peintre, un autre Taliani, établi, lui, à Montréal, parce qu'il a mordu jusqu'au sang la mondaine, refusant d'admettre que le cercle, une autre manière de faire le ha arabe, ça c'est de l'écriture nastalique, elle plus cursive, que cet artiste avait tracé autour de lui, était aussi sacré que la cellule d'un renonçant. Entre ces deux extrêmes, l'alif et le ha, la racine et le carré, la pièce de Wajdi déploie son balancement avec ses hauts, ses bas, ses déchirements, ses retrouvailles, son double lame. Vous voyez les lancements. Ses allers-retours aussi, entre Beyrouth et Montréal. Et le pari qu'on aurait pu croire impossible, si nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents, plus nombreux encore ceux dont on a cassé les reins, a été remporté. Wajdi, en trouvant ici, dans Racine carrée du verbe être, le point de rencontre entre le théâtre européen dans sa mise en scène la plus contemporaine et les archétypes les plus archaïques de la grammaire arabe de l'imaginal, a tendu la main de l'Orient vers l'Europe, a donné le meilleur de ce qu'un Libanais pouvait nous donner. Maintenant, il reste que l'Europe accepte ce don de l'Orient ou non. Wajdi m'a désigné aujourd'hui devant vous comme ami le plus à même à représenter l'Europe du oui. Ce rôle de passeur orientaliste, il m'a fallu l'endosser, en pesant combien le contre-don devait s'élever à la hauteur du don pour que la rencontre ait lieu. Une rencontre, tout le monde en conviendra, impérative, car si l'Europe veut enrayer le lent cycle conduisant au pourrissement de nos sociétés percluses dans leur dédain de la qualité, alors qu'il serait si simple de convenir que moins par moins, ça fait vraiment beaucoup de moins, que 1 plus 1, ça fait encore plus 1 que 1, que se regarder dans le miroir, non à l'affût de la seconde ou de la troisième ride au coin de l'œil, mais l'œil plongé dans l'œil de la source, sans avoir d'autre possibilité que se dire alors « je suis belle », l'Europe renouerait avec ce qui en fit une très bonne et une très prestigieuse culture écrite. Cette Europe-là a existé. C'est l'Europe du bas Moyen-Âge, l'Europe des premières Renaissances. Car l'Europe médiévale qui vient d'emprunter aux Arabes la manière indienne d'écrire les chiffres pour en finir avec l'esprit d'accumulation des petits sous chers aux Romains, et à une barre, je rajoute une barre, et à une autre barre, j'en rajoute encore une. Non. Maintenant, le zéro prime, le vide posé en absolu, en signe d'une grandeur incommensurable. Croyez-vous que cette Europe allait rester insensible à la nouvelle manière de charger en sacré l'écriture? Grand Dieu! Elle a compris que ce que Allahu Akbar voulait dire,
Grand Dieu, tout simplement, sans emphase monothéistique, sans terreur imposée à l'homme, juste un maître étalon servant à bien se mesurer soi pour bien accueillir le soi au travers l'imaginal, désormais piégé dans un mot qui le retient, enserré dans un petit coin, le Dieu, Allah. À mon tour, donc, crée en main de tenter ce même exercice de rencontre de nos deux mondes, dont le voyage aller fut réussi par Wajdi, qui vient de sacraliser le 1, le 2, le 3 des Romains, par les 3 actes de sa pièce Racine carrée du verbe être, qui donne corps au nom d'Allah. Vais-je réussir, quant à moi, le voyage du retour? L'alphabet latin va-t-il accepter cette greffe de l'imaginal via l'alphabet arabe? Une écriture s'y est essayée par le passé. Écriture faite aussi de longues verticales venant croiser quelques lignes horizontales. Est-ce qu'un calque de l'arabe dans cette manière d'écrire, dite gothique, aurait alors été tenté? Essayons. En se mettant sous les auspices des premiers octosyllabes d'un des premiers romans non latins qui forgèrent notre Europe moderne. Il s'agit du roman d'Alexandre, vieux du XIIe siècle, roman puisé aux sources de l'imaginal, puisque des romans ainsi titrés, en persan ça donne Iskandar Namé, la Perse en compte plusieurs et antérieurs à ce roman d'Alexandre. Roman enfin où se trouve insérée cette prière. Est-ce voix sous nos pousselles qui la poignant venois, sur un destrier d'arabe qui corre à grand exploit. Quand elle voit la roine, gentiment il disoit, Jupiter est grand Dieu, qui au ciel et loin voit, sauter garde de la roine, si comme et faire le doigt. Voici venir une jeune fille au grand galop, sur un destrier d'Arabie, qui file à vive allure. Quand elle voit la reine, elle dit respectueusement « Jupiter », le grand Dieu qui voit loin, de son siège élevé, sauve et protège la reine comme il se doit. Est-ce que l'Arabie va voler au secours de l'Europe et prier Jupiter, le Père Ciel, Allah, de nous assister? Voyons et prions avec la pucelle que cela soit vrai. Le 1 des chiffres romains, je le trace à mon tour, et pour peu que je veuille le lire en lettres, il apparaîtra comme un. Voilà. Je suis obligé de revenir là parce que sinon on m'entend plus. Je parle. Bon. Il y a un I qui peut se lire J également. Les deux étaient valables, ce qui donne Johann, Johann, etc. Il n'y a pas de problème. Jacob, Jacob. Passons maintenant au chiffre 2 des chiffres romains. Puisque le créateur de l'esprit des lettres gothiques ambitionnait l'unité, il va recoller les morceaux de cette figure éclatée, et ça va nous donner voilà, un O. Ensuite, il fit de même pour le 3 qu'il réunit. Alors, on va toujours faire, il y a toujours les petites barrettes en haut, horizontale. Ça va donner ça en lettres gothiques. Et là, nous avons les 3 lettres qui servent de modèle à bâtir toute l'écriture gothique. Si on le lit en un seul mot, ça va donner Yom, qui en hébreu comme en arabe signifie le jour. Ainsi, la lumière commence à poindre, le ciel à se donner. Mais ce que nous cherchons davantage encore, c'est le jour derrière le jour, la nuit de l'imaginal. Pour ce faire, il faut lire le vide et considérer ces 3 lettres comme I-O-M, de simples initiales de mots suggérés. Ainsi en firent les hommes du Moyen-Âge, et pas que, puisqu'Alfred Dürer, au XVIe siècle, en faisait encore de même. Cela donne, et c'était la devise, donc, on apprenait ça aux petits écoliers, la sentence suivante, répétée de génération en génération, Iovi, optimo, maximo. Iovi, c'est du datif, pour Jupiter, donc à Jupiter. Et quelles sont les qualités qui sont attribuées à Jupiter? Eh bien, optimo, être très bon, et maximo, être très grand. À Jupiter, le très bon, le très grand, c'est exactement la prière qu'on a trouvée dans le roman d'Alexandre. Et nous voilà aussi en présence du calque de l'arabe, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le très bon, le très miséricordieux. Ainsi, le nom d'Allah, la cartouche même du vide dans l'imaginal, se trouve présent en creux dans notre écriture latine en caractère gothique, à nous autres, Européens. Belle pêche, Wajdi. La greffe est prise,
Et la rencontre peut avoir lieu. Merci. Merci infiniment pour ce voyage. C'est vraiment... La conclusion est saisissante. Merci beaucoup. Des questions comme ça, je profite. Le terme de métaphysique est un terme qui a toujours été un tout petit peu flou pour moi. Je le comprends dans ce qu'il peut signifier vraiment, c'est-à-dire au-dessus. Il y a ici une professeure, malheureusement dont je ne me souviens pas le nom, mais voilà, qui a fait une leçon inaugurale que j'ai écoutée parce qu'en préparation de la mienne, j'ai écouté beaucoup de leçons inaugurales. Et je suis tombé sur la leçon inaugurale de cette femme, philosophe, qui a ouvert la chaire de métaphysique ici, au Collège de France. Et sa leçon inaugurale, quand elle l'a commencé, elle avait l'air, mais vraiment très... Elle n'était pas en colère, mais on sentait que c'était une très longue aventure pour être en mesure de prononcer le mot métaphysique dans un endroit comme celui-ci. Et elle commence par ça, en disant, voilà, le chemin est très long pour arriver à ce que ce mot-là, jusqu'à ce qu'on puisse accepter que ce mot-là puisse être prononcé. Pourtant, métaphysique veut simplement dire au-dessus de la physique, donc au-dessus du corps. Enfin. Mais peut-être, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la différence entre métaphysique et religion, on va dire, puisque les deux peuvent renvoyer, pourrait dire, à l'invisible, à Dieu, et puis aussi comment vous, avec votre manière de regarder les choses, vous pourriez enseigner à quelqu'un ce qu'est la définition, pas ce qu'est la métaphysique, mais comment la définir. Bien. Alors, la métaphysique ne s'étudie pas de manière scolaire. Effectivement, je comprends l'embarras de la dame en question. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, sur France Culture, j'entendais le chroniqueur du matin comparer les délires antiscientifiques de Trump à ce qu'était la métaphysique par rapport à la physique. Vous voyez, le préjugé est très fort. Ce qui est oublié qu'à la Renaissance, la science est née de la magie, et que la magie était considérée comme une science, mais que le cerveau gauche marchait autant que le cerveau droit. Bon, c'est des oublis. Mais le problème se pose en France de la manière suivante. Moi, j'ai un doctorat en sciences des religions. C'est extrêmement... ils ont réfléchi très longtemps avant de mettre religion au pluriel et science au pluriel. Où il y a aussi de temps en temps doctorat en sciences de la religion. Alors ça, si on juge de la religion, on sera plutôt dans la métaphysique. Voyons voir. Quelle est la différence entre un théologien et un métaphysicien, même si j'aime pas ce mot de métaphysicien? Les deux vont s'interroger sur le rapport entre l'invisible et le visible. Quelque chose en haut, quelque chose en bas. Et comment ça passe? Le théologien, toute religion confondue, il va dire qu'en haut, dans l'invisible, c'est le domaine des possibles, et que Dieu gère des possibles. Et que ici, c'est le domaine du réel, où certains possibles ont été existenciés. Ensuite, il y a des nuances théologiques d'une religion à une autre. Certains théologiens vont dire que tous les possibles sont exclusivement dans la main de Dieu, donc c'est lui l'arbitre de tout. Certains théologiens vont dire, mais non, il y a le libre arbitre de l'homme, et on peut, en forçant, comme Prométhée allait arracher du feu, on peut, en forçant, intégrer quelques possibles dans notre réalité. Bien, ça c'est la façon de voir d'un théologien du possible au réel. Vous avez vu que j'ai axé tout mon discours sur le vide. Et le vide, eh bien, un théologien, il ne peut pas le concevoir, parce que c'est le non possible. Et donc,
le métaphysicien, il est là. Lui, il voit ce rapport entre l'invisible et le visible, et il dit, dans l'invisible, il n'y a que de l'impossible. Et ici-bas, il y a du vrai, ce qui est très distinct du réel. Et moi, dans ma formation intellectuelle, j'ai eu la chance de passer de la lecture de Corbin, qui était un métaphysicien au sens germanique du terme, hein, il avait traduit Heidegger avant de se lancer dans l'iranologie, et donc un métaphysicien au sens moderne et germanique du terme, donc extrêmement axé sur le langage et la définition pratiquement taxinomique de ce que peut être l'invisible. Mais l'énorme problème sur lequel il buta, c'est est-ce que cette métaphysique est sensible? Alors, quand il a étudié les textes persans, il a étudié des textes persans que doctrinaux, ce qui est très rare. Vous savez, le monde musulman, d'un point de vue métaphysique, est séparé en deux langues, l'arabe et le persan. L'arabe, ça va être pour les traités extrêmement savants, où c'est du doctrinal pur, et puis le persan, où ça va être la poésie. Donc les deux sexes se sont donnés là, les deux tendances, cerveau droit, cerveau gauche. Et curieusement, Henri Corbin n'a étudié que des textes persans travaillés par la langue arabe. Très peu d'Iraniens les lisaient. Sohrawardi, peu d'Iraniens lisaient Sohrawardi avant que Henri Corbin ne l'ait mis sur le devant de la scène. Mais il ne s'est pas du tout intéressé aux textes sensibles. Pour une bonne et simple raison, qui tient aussi à sa nature et à la mission qu'il avait sur Terre, c'est qu'il était sourd, enfin quasiment sourd. Donc, pour apprendre une langue, eh ben, on peut l'apprendre que quand c'est écrit. On ne peut pas l'apprendre dans l'oralité. Donc, tout ce qui est oralité lui a échappé. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut travailler. Et est-ce que la métaphysique peut être sensible? Alors, j'ai eu la chance, en ce moment-là, de trouver Jean Rouch comme professeur, qui m'a dit, bon, tu vas laisser tomber les livres et tu vas prendre une caméra. Qui est Jean Rouch? Alors, Jean Rouch, c'est un homme qui est né en 1917 ou 19, qui est mort au début de ce siècle, et qui est ingénieur des ponts et chaussées de formation, et qui, pendant la guerre, il a essayé de rejoindre Londres à la nage, on l'a vite recueilli, et il a commencé à aller dans des réseaux résistants souterrains, et c'était le cas de l'école pratique des hautes études, dont je suis docteur, et où j'ai enseigné également, et où lui est allé suivre les cours d'Henri Jeanmaire, qui était le grand spécialiste de Dionysos, helléniste spécialiste de Dionysos, et puis les cours de Marcel Mauss. Et Marcel Mauss, sa grande spécialité, c'était les techniques du corps. Là, on entre dans le sensible, comment un corps se mouvoie, et que chaque culture a sa propre façon de se mouvoir. Il s'en était rendu compte, Marcel Mauss, blessé pendant la Première Guerre, il était dans un lit, et il entend des talons claquer, et il se dit, je suis dans un hôpital tenu par des Américains. Et c'était vrai, c'était une dame américaine qui s'avançait vers lui. Donc, il a fait attention à toutes ces choses-là. Alors, Rouch a essayé de faire pareil avec une caméra. Je dis, au début, parce qu'il n'y avait pas le son. Eh oui, il a commencé à filmer sans le son. Et puis ensuite, le son synchrone est apparu. Et puisqu'il était africaniste, lui, ensuite, pour fuir Paris et pour fuir, plus entrer dans la résistance plus avant, il est parti en Afrique noire, rejoindre Théodore Monod. Et là, et Marcel Griaule également, qui était spécialiste des Dogons. Et là, il a commencé à filmer. Et ensuite, les films qu'il a fait, il a rajouté du son synchrone par-dessus. Donc, le film le plus connu qui a inventé la nouvelle vague, ça s'appelle Moins noir, où il a eu le génie de trouver des Africains aussi créateurs que lui. C'est-à-dire, il joue des scènes, et puis ensuite, à la post-synchronisation, eh bien, ces Africains ont un délire verbal. Hey, c'est moi John Wayne, etc. On rentre dans leur imaginaire.
Et c'était ça, Jean Rouch. Ce n'était pas l'inventeur du cinéma du réel. C'est vrai que c'est lui qui a patronné le cinéma du réel à Beaubourg, mais il l'a désavoué tout aussitôt, parce que là, on tombe dans la sociologie, on tombe dans le réel. Et lui, ce qu'il voulait, c'était le vrai. Toucher le vrai. Et pour toucher le vrai, il a inventé le cinéma, le comité du film ethnographique, avec un festival qui avait lieu au Musée de l'Homme. Voilà qui était Jean Rouch. Donc c'était un homme qui essayait de capter l'invisible avec la matière du sensible. Et n'ayant plus moi-même de caméra, effectivement, parce que Jean Rouch est mort à un moment où le cinéma est mort, dans le sens où si vous avez une caméra vidéo entre les mains, vous ne faites pas le même travail que si vous avez une caméra avec un film. Avec une vidéo, c'est une reconstitution de l'image avec des petits points que vous avez dans votre viseur. C'est-à-dire vous écrivez comme les Romains, 1, 2, 3, vous êtes dans le quantitatif. Alors qu'avec un viseur et un tout petit obturateur, parce que plus vous avez de lumière, plus il faut que l'obturateur soit petit, donc exactement comme moi je dis, quand dans sa petite pièce il écrit, et bien là vous captez une lumière et vous en êtes le premier spectateur dans l'œilleton de votre caméra, avec une lumière prodigieuse. Et là, il a inventé la cinétrance, effectivement, en faisant ça. Et ce qui est plus possible avec une caméra vidéo. Donc une fois que c'était plus possible avec une caméra vidéo, je me suis tourné vers la poésie, où on peut faire la même chose. Vous-même, on en avait déjà parlé, la cinétrance de Rouch, vous la pratiquez par écrit. La semaine dernière, on a reçu ici une diplomate, un ancien Premier ministre, un ancien ministère des Affaires étrangères. On parlait énormément de cette question qui était le conflit israélo-palestinien et de l'impossibilité la très grande difficulté d'arriver ne serait-ce qu'à la cessation des combats, etc. Une des questions qui est souvent posée, qui peut être une mauvaise question, peut-être que ce n'est pas poser la question dans le bon sens, mais c'est une question quand même que je trouve importante du point de vue de ceux qui n'ont pas un accès à la connaissance aussi approfondie que peut être ceux qui ont le temps de faire des recherches, soit dans la philosophie, ou soit dans la poésie, ou soit dans la sociologie, peu importe, et qui sont spectateurs de ces conflits. Une des questions qui se posent, par exemple, c'est comment est-ce que la métaphysique intervient ou peut aider à la résolution du réel, par exemple, ou est-ce qu'elle en est complètement séparée? C'est-à-dire, comment est-ce que un métaphysicien aurait regardé le séminaire de la semaine dernière? Voilà la question. Moi, je suis particulièrement allergique au réel. Enfin, à la manière dont on définit le réel, puisque c'est une manière qui échappe complètement à la vérité du métaphysicien. Et ça, je l'ai compris très tôt. C'est une incompréhension, c'est peut-être une idiotie de ma part, mais elle est la suivante. J'ai eu le bonheur, enfin, je ne sais pas si c'est un bonheur, d'être dans une maternelle où ils avaient eu la drôle d'idée d'expérimenter, avant que ce soit lancé sur le marché, la méthode globale pour apprendre à écrire. Oui, je vois ricaner, les gens sont contre. Les gens sont contre parce qu'ils sont dans le réel, on va voir comment ça marche. Et donc, j'ai fait des lignes de papa, des lignes de maman, pendant 3 ans, de maternelle, et puis, outre papa, ensuite on rajoute le nom de papa, Jacques, Félix, Régis, Pierre, puis on rajoute le nom de maman, Anne-Marie, et puis on regarde tout ça. Alors quand j'écris papa, j'ai des grandes verticales. Puis il s'appelle Jacques-Pierre, je fais encore un grand J, puis un grand Q. Puis Félix, je fais un grand F, puis un grand L. Et puis Régis, je fais un grand G. Et ensuite j'arrive à ma mère, maman, Anne-Marie, c'est tout plat. Il n'y a pas de... J'ai dit,
Ben, c'est ça, j'étais déjà métaphysiquement hanté. Il y a le verbe créateur, et puis il y a la mère naturante. Oui, c'est très genré, je suis d'accord, très répréhensible, mais c'est comme ça. Et ensuite, j'arrive en cours préparatoire. Je tombe sur une dame, Madame Sauvage, qui, elle, n'a toujours pas reçu de la méthode. Elle a été restée au stade expérimental, donc elle m'apprend à écrire avec l'ancienne méthode. Et elle veut que j'écrive un A et un B. Et j'ai refusé. Mais j'ai refusé de lui dire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, puisque votre A, ce n'est pas un mot. Ça sert à quoi? Alors, il a essayé de m'expliquer que ça pouvait servir plus tard, si je voulais lire dans le dictionnaire, etc. Bah, je lui dis, moi, le dictionnaire, je l'ouvre au hasard, puis je tombe sur un mot que je ne connais pas, je suis heureux, ça me suffit. Donc, ça a été très violent, mais je n'en ai pas démordu. Je n'ai jamais appris à écrire lettre par lettre, et c'est pour ça qu'ensuite, je lisais mieux que mes petits camarades, parce qu'eux qui avaient appris lettre par lettre, ils annonnaient avec leurs doigts dessous, alors que moi, j'étais déjà 5 lignes en avance de ce que je lisais. Et ensuite, en apprenant des langues orientales, je me suis rendu compte qu'il n'y a pratiquement pas un pays où on apprend lettre par lettre. C'est une décomposition qu'on appelle le réel. L'arabe, ça n'a aucun sens si on apprend lettre par lettre, parce que les lettres sont fusionnées et ont une forme différente que si on les apprenait lettre par lettre. Et c'est la même chose pour pas mal d'alphabets. Donc le vrai, pour moi, c'est ce qui fait sens et qui a une phrase. Et le réel, c'est ce qu'on veut décomposer. Et tant que les politiciens vont décomposer en petits blocs, le métaphysicien ne peut rien pour eux. Vous avez évoqué dans ce que vous avez lu, dans le voyage que vous nous avez fait faire, à la fin, la question de l'Orient qui pourrait éventuellement sauver l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la notion de qualité existe encore en Orient. C'est-à-dire que le raisonnement premier va raisonner sur la qualité et non pas sur la quantité. Quand vous dites ça, vous parlez de quel Orient? À tous les ordres. Par exemple, déjà le langage, je vous ai dit, avec les lettres, personne n'aura l'idée de décomposer. Et le point de vue de l'économie, je l'ai cité aussi tout à l'heure, où le potschlag existe encore dans beaucoup de pays. Vous avez parlé de plusieurs potschlag, vous-même dans vos cours, le sacrifice. Et cette notion-là a complètement échappé chez nous. Et on en a même très peur. Prenons par exemple, je ne vais pas rentrer dans trop le polémique parce que sinon... Mais prenons par exemple les bizutages. Le bizutage, bien sûr, quand on décompose la chose, on va l'appeler ici un rite de passage. Mais non, le bizutage n'est pas un rite de passage. C'est il faut perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Il y a des bizutages violents. Vous en avez parlé ce matin, le bizutage à la Kalachnikov. Est-ce que tu vas être cap ou pas cap? Il est très violent. Mais vous ne seriez pas là comme écrivain si vous n'y étiez pas passé par. C'est violent ce que je dis, mais c'est cette violence-là qui vient de l'Orient, qui est une violence de la transe, et qui a du mal à passer ici parce qu'on a, je ne veux pas dire rationaliser, ce n'est pas une question de rationaliser, c'est une question de sérialiser les choses. Et donc, ça ne marche plus. Il y a un courant qui ne passe pas. Quelle est la, pour vous, en fait, quelle est la qualité du langage? Sur quoi repose le fait les animaux ne parlent pas? Enfin, ils ont un langage. On dit qu'ils ont un verbe. Le chien aboie, le chat miaule, etc. L'humain parle. Qu'est-ce que c'est? Comment vous voyez ça de votre point de vue? Prenons le cas du chat qui miaule. Le chat ne miaule que parce qu'il a été domestiqué. Un chat, ça ne miaule pas. Il miaule par imitation de notre langage, donc ce qu'il y a de plus profond dans notre langage. Il miaule quand il a un manque, une douleur. Ouvre-moi la porte,
me sortir, c'est mon élément dehors, pas ici. Et le langage, c'est ça. Alors, il y a une très belle histoire qui va peut-être vous toucher. Dans le Masnavi de Molana que j'ai évoqué tout à l'heure, et elle l'a repris de Hathor, qui est un autre poète persan, 30 ans antérieur. C'est bien connu aussi en français, son livre s'appelle Mantar Kuttayar, où les titres sont en arabe alors que le texte est en persan, le langage des oiseaux. Et là, il y a une histoire très intéressante avec le langage, mais toujours sur cette flûte, ce roseau séparé de la roseraie. Il y a un marchand, riche marchand, qui a un perroquet en cage. Et il s'en va faire ses affaires en Inde. Et avant de partir en Inde, puisque c'est un marchand gentil, il demande au perroquet, qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Ah le perroquet, il dit, non, tu ne vas rien me ramener. Enfin, si tu vas me ramener quelque chose, tu vas me ramener la réponse de mes copains là-bas. Dis-leur, et là, il part dans un monologue dont vous avez coutume, un long monologue de douleur, où il lui fait part de toute la douleur d'être enfermé alors que mes frères s'ébattent dans les prés, etc. Alors le perroquet, c'est intéressant, il est dans le texte d'Hathor décrit de couleur verte, bleue, donc couleur du ciel, donc il est purement habité par le ciel. Et le marchand, il s'exécute. C'est lui qui devient le perroquet, du perroquet, puisqu'il va reproduire ce que le perroquet a dit. Il va en Inde, il reproduit la chose. Et là, les perroquets, ils s'ébattent dans la prairie, et ils le regardent, et crac, ils s'affalent tous à terre, raides morts. Enfin, apparemment raides morts. Et là, quand ils sont raides morts, le dessous du perroquet, il est tout rouge. Bien sûr, c'est une ruse. Au premier degré, c'est une ruse, puisque le marchand, lui, il a vu le spectacle, c'est pas mal. Comme quand le monsieur il a vu le spectacle, il rentre à la maison, il raconte à madame comment le spectacle c'était. Là, non, c'est pas ça, il va raconter au perroquet. Voilà, j'ai raconté ça, et eux, et le perroquet, bien sûr, dans la cage, il comprend le message et crac. Lui aussi fait semblant de mourir, et la cage est ouverte et il peut s'envoler. Est-ce qu'il a fait semblant de mourir? Ou est-ce que sa mort, parce que les mercrediens, ça fait comme nous, tu vas être renvoyé au vide. Il a pu réintégrer le vide grâce au langage. Merci. Eh bien, pour finir, une dernière question pour répondre à cette histoire. Une histoire que François m'avait racontée pour m'expliquer en fait une chose qui me concernait. Quand il me disait, quand il lisait les textes que je pouvais écrire, ou quand je discutais un peu avec lui, un jour il m'avait dit, mais tu sais, tu dois pas oublier que tu es oriental. Tu es oriental parce que tu es asiatique, tu es libanais, mais en même temps tu es occidental parce que tu es chrétien. Et il me disait, tu es dans cette espèce d'entre-deux et tu dois porter cet entre-deux. Et il m'avait dit, tiens, d'ailleurs j'ai une histoire à te raconter. Il dit, tu sais, les orientaux, les Indiens en tout cas, à la question pourquoi un oiseau chante, il dit, ici on va te dire qu'un oiseau chante dans un arbre pour faire savoir à ses congénères que cet arbre est habité. Si on pouvait traduire les chants si merveilleux des oiseaux le matin, en ce moment, au mois de mars, quand on sort de chez soi vers 6 heures du matin et qu'on entend les merles faire ces fameux pipi pipi poup, etc. En fait, ce qu'il dit, c'est « cet arbre est à moi, cet arbre est à moi, cet arbre est à moi, il y a quelqu'un dans cet arbre, s'il vous plaît, ne venez pas, c'est chez moi, cet arbre est à moi. » Enfin, peut-être pas cet arbre est à moi, mais c'est espace de propriété contre éventuellement des menaces extérieures. Ça, c'est comme ça peut-être que, et en effet, une étude animale, les recherches, les ornithologues, s'ils se penchent à la question, peuvent répondre. Mais peut-être qu'il y avait une autre manière de voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'un oiseau chante? C'est qu'il en existe un autre dans l'ombre qui le regarde et qui se tait. Et François m'avait dit, voilà, il y a peut-être quelque chose de ça dans l'écriture. Qu'est-ce qui fait qu'un oiseau chante? C'est qu'il y en a un autre dans l'ombre
tapis qui le regarde. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es écrit? C'est qu'il y en a un autre dans l'ombre, tapis, qui te regarde. Sur cette notion de gémellité, ou en fait de dualité, voilà, qu'est-ce que vous auriez dit ou qu'est-ce que vous auriez répondu à Françoise? Parce que moi, j'ai rien répondu, je ne comprenais rien, mais comment vous l'auriez entendu? Comment je l'aurais entendu? Ah oui, après une parabole, on reste silencieux. Hein. Je crois que votre réponse était la meilleure, hein, je ne peux pas en donner d'autres. Que répondre à une parabole? Elle n'est pas là pour inciter la réponse, hein. Juste copier la même chose. J'aurais répété la même histoire, pas fait d'autre. Et ce que je veux dire, c'est que les deux ont raison. C'est-à-dire, l'ornithologue a raison quand il fait une étude sur l'oiseau et il dit l'oiseau, il détermine son caractère, son tempérament, etc. J'insiste là-dessus parce qu'on a tendance parfois à se dire que tout ce qui n'est... En fait, il y a une sorte d'automutilation européenne où on a l'impression que l'Orient, c'est tellement formidable, c'est tellement fabuleux, alors que nous, en Europe, on est des nuls, on est vendus au matérialisme, etc. C'est une sorte d'autoflagellation qui, en tant qu'étranger, parfois me fait de la peine, parce que moi, c'est tout le contraire. J'adore l'Europe, j'aime cette pensée, et c'est quelque chose qui m'est extrêmement important. Et je me dis, mais l'ornithologue, il a tout à fait raison. Moi, dans 2 séminaires, je vais accueillir un très, très grand entomologiste qui va venir nous parler des fourmis, des araignées, selon les plans de la recherche. Et ça va nous permettre d'entendre des choses. Mais évidemment, aussi, la parabole a tout à fait raison. Comment ne pas les opposer? Alors effectivement, la question que vous posez, c'est est-ce que le premier est dans le réel et le deuxième dans le vrai? Et donc, j'ai jusqu'à présent opposé les deux. En fait, tout est une question de degré dans la science. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Molavi. Molana, sa formation de base, il est théologien. Il est le grand professeur de théologie de son temps. Donc, il travaille sur le réel, comme l'ornithologue. C'est-à-dire, il a un raisonnement fonctionnaliste, utilitariste. L'oiseau, il fait tel chant pour signifier telle chose. Dieu n'a pas manifesté tel possible à cette époque-là, parce que tel possible, il va le manifester à telle autre époque. L'un est théologien, l'autre ornithologue, mais la pensée procède de la même manière. Et puis, brusquement, dans la vie de Molana, est apparue une figure que vous aimez bien, Shams Tabrizi. Il s'appelle Shams, le soleil. Déjà, il arrive, et c'est le grain de sable. C'est le grain de sable. Et il vient perturber le théologien. Le grain de sable, c'est une fonction qui existe dans le monde de l'islam, on les appelle les malomati, c'est les gens qui suivent la voie du blâme. Ils demandent à Rumi, ben voilà, demain tu vas, au lieu d'arriver habillé à ton cours, tu vas arriver tout nu. Et l'autre est contraint de le faire parce que c'est son bizutage, pour qu'il entre dans un autre monde. Et il le fait. Et c'est ça qui nous a donné le Masnavi. Masnavi, ça veut dire commentaire du Coran, mais son commentaire du Coran, vous avez vu, avec une flûte, avec des oiseaux, ça devient autre chose. Et là, la science, je ne vais pas dire qu'elle est passée à une méta-science, je veux dire que toute science a besoin d'un grain de sable pour s'enrayer, et que, à côté de l'utilitarisme, on dit il y a aussi une explication non utilitariste à la chose. Et là, on peut cumuler les deux. Merci beaucoup. Alors, je vais d'abord vous remercier vraiment sincèrement pour le séminaire de ce matin, mais aussi pour tout le chemin qui nous a permis de le préparer et qui va se poursuivre, mais sans raison de séminaire, mais pour la nécessité de poursuivre la conversation. Évidemment, vous remercier tous et toutes pour votre présence de ce matin. Vous dire que le verbe de la semaine prochaine sera le verbe consoler, qu'on accueillera en séminaire Bénédicte Trémolière, qui est restauratrice d'œuvres de peinture, et André Markovitch, qui est traducteur. Et on parlera de la réparation. Voilà. En attendant, merci beaucoup et très belle semaine à vous.